Salut à vous les Mad Lovers, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo que j'avais tellement envie de vous faire, mais j'étais juste pas sûre que c'était quelque chose qui vous intéresse, donc j'ai fait un petit poll sur Instagram et on a tellement gagné, je suis très contente. Parce que je voulais en fait vous parler au-delà de la musique. Je sais que je me suis jurée de ne parler que de ma musique ou de musique en général sur cette chaîne, mais une fois n'est pas coutume, il n'y a pas non plus que la musique dans la vie, je voulais vous parler de mes livres fétiches, de mes livres préférés qui m'ont parlé, inspiré et qui ont en fait contribué à l'écriture que j'ai aujourd'hui dans mes chansons et notamment dans mon prochain projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. J'ai tellement hâte de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Je me suis baladée dans ma bibliothèque que vous voyez pas complètement, mais j'ai toute une bibliothèque là et derrière et là-bas également, bref. Et j'ai essayé de tirer 10 bouquins absolument incontournable pour moi. Donc c'est pas du tout une liste définitive, on va dire que c'est mes 10 livres du moment qui parlent de l'inspiration, du Glitter Manifesto et de mon prochain projet. C'est parti. Remarquez que j'ai bien choisi ma tenue aujourd'hui parce que je porte un t-shirt Lautréamont. Qui est Lautréamont? Le comte de Lautréamont, c'est un ovni, c'est un type qui s'appelle Isidore Ducasse à la base et qui a décidé de se trouver un pseudonyme complètement épique et d'écrire une œuvre très étrange, très surréaliste. D'ailleurs les surréalistes en sont drôlement inspirés, qui s'appelle Les Chants de Maldoror. Et ça a été une grosse inspiration visuelle pour mon 3e EP, le Ruby Revolution, la 3e partie du Glitter Manifesto. Donc c'est un portrait présumé par Félix Vallotton, qui est un illustrateur, portrait présumé de Lautréamont. Pourquoi? Parce que personne ne sait réellement à quoi il ressemble. Il est mort à 24 ans après avoir écrit ce bouquin qui est de la pure écriture automatique. C'est pas spécialement bon, c'est un ovni, donc si vous voulez le lire, lisez-le. Ça fait pas partie de mon top 10 parce que voilà, il y en a d'autres et que c'est très très difficile, mais voilà, clin d'œil à ce personnage absolument lunaire et unique. Le premier livre dont je voulais vraiment vous parler, c'est Querelle de Brest de Jean Genet, qui a été écrit en 1947. Genet est surtout connu pour des pièces comme Les Bonnes ou Les Paravents. Et bizarrement, Querelle de Brest, c'est pas un de ses bouquins les plus connus, mais pour moi c'est une référence. Et en fait c'est une référence aussi dans le milieu gay littéraire, parce que Genet était homosexuel, mais il traite, on va dire, d'une forme de sexualité très particulière, très fantasmée. Notamment Querelle de Brest, c'est l'histoire d'un marin qui est un meurtrier, un assassin, et qui, pour laver ses meurtres, trouve la rédemption dans la sodomie qu'il découvre dans un bordel de Brest. Voilà, donc vous allez vous dire, Lorraine, tu es tarée, pourquoi est-ce que tu aimes ce bouquin? Déjà parce que c'est sublimement, incroyablement bien écrit. Ensuite parce que je pense que je suis folle amoureuse de Querelle depuis 15 ans, que sais-je, parce que c'est un personnage hyper complexe. Il est pas gay, il est bizarre, il est bisexuel, il fait tourner la tête à tout le monde, c'est un meurtrier. C'est clairement un anti-héros, ça y a rien à dire, mais c'est un type d'une beauté, d'un charisme tel qu'on a juste envie de le connaître, de comprendre ses névroses et d'être avec lui, et voilà, je suis complètement fascinée par ce gars, et ce livre est à la fois sublime dans l'histoire et surtout dans les personnages qui sont dingues. Alors vous ne ruez pas sur la version cinéma de Fassbinder, parce que ça va vous dépeindre une image précise de Querelle, et en fait ce qui est intéressant, c'est de réussir à se l'imaginer, à se le fantasmer soi-même. Franchement, qu'on soit gay, qu'on soit hétéro, qu'on soit bi, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, c'est un bouquin qu'on se prend dans la gueule directement. Et évidemment, j'en parle dans Excuse My French Kiss, qu'on se livre bataille, mon Querelle de Braise, c'est bien sûr un clin d'œil à Querelle de Brest. Ensuite, il y a un auteur italien contemporain, il est vivant, il est là, il va bien, qui s'appelle Alessandro Baricco, qui est très connu pour un bouquin qui s'appelle Soi. Quasiment de toute l'œuvre de Baricco est celui que j'aime le moins, alors que c'est vraiment son best-seller. Alors qu'il a d'autres bouquins comme City, qui est formidable, Château de la colère, Océan mer, Sans sang, qui sont des super bouquins, mais il y en a un qui est un chef-d'œuvre absolu, qui s'appelle Novecento Pianiste. Et je pense que ça fait partie des 3 bouquins que j'ai le plus offert. C'est très récent, ça a été écrit en 1994, donc pour vous dire. C'est un monologue, donc c'est un bouquin qui fait une centaine de pages. C'est l'histoire de Novecento, un
marin encore, comme quoi il y a un thème, un marin pianiste de 30 ans qui est né sur un bateau et qui n'est jamais sorti de ce bateau. Voilà, et je vous en dis pas plus, mais en fait il a développé une forme d'autisme qui fait qu'il a un lien à la musique qui est absolument unique. Baricot est un immense auteur, Je déteste 99% des auteurs contemporains dans le monde entier, mais on va dire Modiano et Baricot, je suis pas en train de dire que Baricot il mérite un prix Nobel, parce qu'il y a vraiment une dimension humaniste dans l'œuvre de Modiano qui est pas vraiment, qui pourrait être dans Baricot, je sais pas, mais il a 2-3 ratés le pauvre, c'est dommage. Mais il a vraiment des chefs-d'œuvre. City est un bouquin vraiment dingue, mais ruez-vous sur Novecento pianiste. Ça fait partie des rares bouquins où quand je l'ai terminé, j'avais vraiment la larme à l'œil. Pas parce que c'est triste, mais parce que c'est puissant, émouvant et poignant. Voilà, donc c'est une traduction mais très fidèle, c'est toujours la même nana je crois qui traduit ces bouquins, donc lisez-le en français sans que ce soit traduttore, comment on dit en italien, merde, traducteur, traître, voilà, il y a une expression en italien qui dit traducteur, traître, voilà, je devrais le savoir mais je ne le sais pas. Alors on repart un petit peu plus loin dans le 20e siècle mais pas trop, on est en 1975 et je vais vous parler de Nabokov, bien évidemment, dont je suis hyper fan. Et non, je ne vais pas vous parler de Lolita, absolument pas. Lolita c'est bien, c'est super, c'est un très bon bouquin, mais Nabokov a une œuvre un peu testamentaire. D'ailleurs il le dit, il dit je voudrais qu'on se souvienne de moi pour ce bouquin-là. Et c'est un livre qui s'appelle Ada ou l'ardeur, qui est écrit donc en anglais, comme Lolita, ça fait partie des bouquins que Nabokov a écrit en anglais. Franchement, j'ai lu ce livre l'année dernière, l'été dernier, j'ai eu un choc. Parce que déjà c'est un bouquin qui se mérite, dans le sens où les 10 premières pages sont improbables, sont chiantes à mort. C'est clairement un traité de botanique, on va dire, alors ça plairait beaucoup à mon ami Guillaume qui est fou de botanique et d'insectes, etc. Donc c'est exactement ça, c'est un traité sur les insectes et la botanique. Donc c'est super fastidieux, super chiant, mais dès qu'on passe cette barrière d'algues comme ça, on arrive dans un océan d'une pureté, d'une beauté incroyable. Donc c'est l'histoire de Ada et Van qui sont cousins et qui sont fous amoureux depuis qu'ils sont tout jeunes, qui découvrent la sexualité ensemble, qui découvrent une forme d'amour fou et surtout d'amour fusionnel et passionnel et infini, et pareil complètement autiste. Alors moi j'ai toujours voilà, j'en ai déjà parlé, mais j'ai vraiment un faible pour les pour les sentiments particuliers, c'est-à-dire des choses un peu plus complexes que juste je t'aime, je te déteste, je veux toujours que ce soit très, très ressenti, très intérieur, très avec beaucoup de niveaux différents en vérité. Et là on est exactement là-dedans, et c'est une comment il appelle ça Nabokov, une chronique familiale ou un truc comme ça si je me trompe pas. C'est un pavé, hein, ça fait 800 pages, mais il faut absolument se plonger dedans. C'est toute l'histoire de la vie d'Ada et Van. D'un point de vue purement littéraire, c'est un joyau parce que c'est construit comme une fausse autobiographie avec des annotations d'un des personnages, comme si c'était une autobiographie qui avait été corrigée et annotée. De ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant, la langue est sublime. Et pour finir, c'est vraiment une histoire d'amour qui est basée sur la rhétorique, sur les jeux de mots, sur on va dire les private jokes. Et c'est le genre d'histoire d'amour qui me parle, c'est le genre d'amour que je vis ou que je veux vivre en vérité. Voilà. Alors là on part en Argentine dans la fin des années 30 avec un auteur extraordinaire qui s'appelle Adolfo Bioy Casares et qui a écrit notamment ce bouquin qui s'appelle L'invention de Morel. C'est officiellement un des plus grands livres, un des plus grands romans, donc c'est une longue nouvelle on va dire, un des plus grands romans de toute la littérature sud-américaine. C'est pas moi qui le dis, il a gagné le prix Cervantes, qui est la plus haute distinction pour toute la littérature hispanophone. Et c'est un bouquin que j'ai lu quand j'étais vraiment jeune, que j'ai relu plus tard, qui est une histoire absolument dingue, et surtout une façon de traiter l'histoire, justement, qui en fait un bouquin totalement unique. Pour vous dire, c'est construit comme une intrigue policière, alors que c'est vraiment un roman métaphysique, un roman surréaliste, en vérité. C'est l'histoire d'un type qui se réfugie sur une île déserte parce qu'il a commis un crime et qui se cache
mais qui se rend compte que l'île finalement n'est pas déserte, elle est habitée par des gens, et notamment un certain Morel, qui travaille à la fabrication, à l'élaboration d'une certaine machine, d'une certaine invention. Et en vérité, je ne vais pas vous en dire plus parce que logiquement, ce que j'aime dans les romans, c'est jamais vraiment l'histoire, c'est jamais la fin ou quoi que ce soit. Enfin, je trouve ça hyper basique d'aimer un livre uniquement pour son histoire. Là, pour la peine, la fin est incroyable et c'est la fin qui donne toute la poésie à l'histoire. Voilà, c'est toute cette trame qui est d'une beauté absolue. Il a un autre roman qui est très très bien aussi, qui s'appelle Plan d'évasion et qui est un petit peu conçu sur la même mécanique, mais lisez d'abord L'invention de Morel parce qu'il y a une dimension fantastique, poétique, métaphysique. Ça soulève des questions assez importantes. Est-ce qu'il vaut mieux vivre malheureux dans une réalité tangible ou vaut-il mieux vivre extrêmement heureux dans une félicité pure, dans un monde rêvé et inventé? Vous avez 4 heures. Et j'en dis pas plus parce que lisez la fin. Je vais être obligée de vous parler de Marguerite Yourcenar pour plein de raisons. Déjà parce que c'était, vous le savez peut-être, la première femme à l'Académie française, merci Jean d'Ormesson. Au-delà de ça, c'est une nana qui a une vie incroyable et qui a surtout un caractère particulièrement, on va dire, atypique pour son époque et pour son sexe. Madame de Créancourt, anagramme donc de Yourcenar, écrit pour ma plus grande joie une toute petite nouvelle qui s'appelle Le coup de grâce. Donc elle est très connue pour les mémoires d'Adrien bien évidemment, mais il y a ce bouquin qui s'appelle Le coup de grâce, qui est la plus impossible histoire d'amour. Ça se passe en Lettonie, c'est sur fond de lutte allemande bolchevique. Voilà, il y a un travail d'une précision historique, mais au-delà de ça, c'est non seulement un triangle amoureux, on va dire, mais surtout un absolu total d'un amour fou pour la peine. Et en vérité, ce qui est formidable dans ce bouquin, c'est donc cette langue d'historienne très référencée qui crée un écrin de luxe à cette histoire unique. Et encore une fois, là pour la peine, la fin vaut son pesant d'or. Je sais que souvent les auteurs essayent de soigner leur première et leur dernière phrase, mais là on est gâtés. Au milieu des années 30 aux États-Unis, il y a cette nana qui s'appelle Chrisman Taylor, en fait qui s'appelle je crois Catherine Taylor ou un truc comme ça, je suis pas sûre de moi. Chrisman étant son deuxième prénom et donc son pseudonyme puisque c'est un nom d'homme, qui écrit cette toute petite nouvelle épistolaire, donc échange de courrier entre deux protagonistes qui s'appellent Inconnus à cette adresse. Et avec Novecento, ce sont les deux bouquins que j'ai le plus offert de toute ma vie. Quand c'est sorti en 38, c'était un texte tellement fort, tellement puissant. Déjà que l'éditeur s'est dit que c'était trop choquant pour avouer que ça avait été écrit par une femme. Donc c'est pour ça que Chrisman, sous les conseils aussi de son mari, a pris un pseudonyme. Et en fait, ça a été réédité en 99, donc très récemment. Et le monde entier a réellement redécouvert ce bouquin. Encore une fois, je ne vais pas spoiler l'histoire, mais c'est la correspondance donc, épistolaire entre deux juifs allemands, dont un qui est parti aux États-Unis et un qui est resté en Allemagne. Et ça finit très mal, mais ça finit de manière sublime. Je connais pas une personne à qui je l'ai conseillé, déjà une personne qui l'a lu et qui me dit pas mon Dieu, ce truc est une curiosité, mais c'est sublimissime, ou alors quelqu'un à qui je l'ai conseillé et qui me dit merci, tout simplement. C'est très axé sur la Seconde Guerre mondiale et sur la montée du nazisme, etc. Donc si vous aimez pas toutes ces histoires-là, c'est peut-être pas pour vous. Encore une fois, une façon de tourner la narration d'une manière tellement originale que vous vous attendez pas à la fin et qu'une fois qu'elle vous arrive, vous criez à la sublimité, tout simplement. Donc voilà, Chrisman Taylor, Inconnu à cette adresse. Quand j'étais gamine, peut-être vous aussi d'ailleurs, quand vous étiez plus jeune, je ne sais pas, j'étais très fan d'un auteur qui s'appelait Pierre Gripari et qui avait notamment écrit un bouquin qui s'appelait Les Contes de la rue Broca, avec la sorcière du placard au balai, la sorcière de la rue Mouffetard, etc. Donc c'était des contes qu'on me lisait quand j'étais plus petite et que j'adorais. Et en fait, dans les années 70, Pierre Gripari écrit un roman qui s'appelle Le Prince Pipot. Alors vous allez me dire que je suis en train de vous conseiller un bouquin pour enfants. Ouais, c'est un bouquin qu'on peut lire à 8 ans, mais c'est un bouquin qu'il vaut mieux relire à 20 ans, à 30 ans, et j'imagine à 50 ou à 70. C'est un livre qui vous suit toute votre vie, c'est le parcours initiatique du Prince Pipot. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est un petit peu construit
à la manière du roman picaresque en vérité, des grands parcours initiatiques comme ça russes. Donc c'est l'histoire de Pipo qui est un prince et qui doit partir à la recherche de ses parents contre vents et marées et qui finira par trouver autre chose. Voilà, et c'est ça qui est très drôle. C'est que c'est un mini Cervantes en vérité, c'est un mini Don Quichotte, c'est super et c'est tellement beau et symbolique, c'est simplement écrit mais en même temps c'est plein d'une telle poésie que c'est un bouquin qui m'a suivi toute ma vie, que je relis encore, je crois que je l'ai relu il y a 2 ans, un truc comme ça. Donc on va dire que c'est un roman allégorique, voilà, magnifique, qui m'a toujours beaucoup touchée. Quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, n'allez pas voir vos parents en criant que je vous ai absolument recommandé de lire du Georges Bataille. Alors oui, je vous recommande de lire du Georges Bataille parce que il n'y a pas mieux que Georges Bataille. Mais vos parents, surtout si vous êtes un peu plus jeune, risquent de faire la tronche en vérité. Parce que Bataille, c'est un petit peu... on va dire c'est un hérétique des surréalistes. Parfois adoubé et parfois complètement rejeté par André Breton d'ailleurs, maître absolu des surréalistes. On va dire que Bataille s'amuse à traiter tous les pires sujets de la littérature avec une langue et une poésie et une sincérité bien évidemment unique au monde, sinon il serait pas dans ce top là, mais il va nous parler de pédophilie, d'inceste, de nécrophilie, il va nous parler d'horreur, hein. Donc c'est pour ça, n'allez pas raconter à vos amis que je vous donne des listes de lecture bizarres, non, c'est juste que Georges Bataille c'est absolument incontournable et il a donc un livre en particulier qui s'appelle Ma mère, qui est un roman posthume d'ailleurs, qui n'est pas vraiment achevé et on va dire que pour moi c'est la quintessence de l'œuvre de Bataille. C'est lui qui a écrit l'histoire de l'œil et surtout Le bleu du ciel, évidemment, voilà, qui sont des romans tout à fait bataillesques, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Bataille également dans Excuse My French Kiss, quand ce livre Bataille, je l'écris avec une majuscule parce que c'est Georges Bataille. En fait, il faut lire ce bouquin, mais il faut le lire avec l'estomac vide. On va dire c'est un peu le Gaspard Noé de la littérature française, mais voilà, je peux pas trop vous raconter l'histoire, si ce n'est que c'est le potentiellement autobiographique, mais bon, ça reste encore à définir, mais en tout cas c'est l'histoire d'un garçon et des rapports entre un garçon et sa mère qui est extrêmement libertine et qui l'entraîne très loin. Je ne vous en dis pas plus, mais lisez ça, il faut lire Bataille, voilà, il faut s'enrager contre Bataille en trouvant ça tellement extraordinaire et en se détestant de trouver ça extraordinaire. Voilà. On connaît tous Melville pour Moby Dick, bien évidemment, Billy Budd, en 1850 environ, je ne sais plus la date exacte, mais il a écrit un petit livre unique, qui s'appelle Bartleby, le scribe, qui n'a rien à voir avec l'univers de Melville, donc ça ne traite pas de marins pour une fois. Mais justement, pourquoi ce livre m'a marqué? Déjà parce qu'il exprime, parce qu'il raconte, par sa morale, sa philosophie, son côté extrêmement noir. Moi j'aime la littérature, voilà, je vais aimer Poe, je vais aimer Sade, je vais aimer des trucs lourds en fait. C'est l'histoire d'un notaire qui engage un clerc pour être scribe. Et en fait au fur et à mesure, il se rend compte que ce type se fond en gros sur lui-même, refuse de travailler et finit presque à se momifier vivant. Je vous raconte pas la fin parce que là aussi il y a un climax, un retournement de situation et la fin vaut son pesant d'or. C'est un tout petit bouquin en fait encore. Souvent les petits livres, faut s'en méfier parce que comme la Dame de pique de Pouchkine ou ce genre de choses, parce que c'est tout petit, ou le joueur d'échecs de Zweig aussi, je suis en train de vous en rajouter, vraiment c'est un tout petit format, il faut raconter une histoire hyper efficace, dans une langue extraordinaire, dans un minimum de pages, donc c'est très difficile. Mais là j'avoue que Bartleby le scribe m'a complètement retourné l'estomac, donc je vous le conseille. On va terminer avec un bouquin dont j'ai parlé d'ailleurs dans une interview à la radio. On m'a demandé quel était mon livre préféré, j'ai répondu un livre de Pierre-Jean Jouve qui s'appelle Hécate. Alors Hécate, c'est un bouquin qui m'a complètement physiquement bouleversée en 2017 quand je l'ai lu, parce qu'il appuie exactement sur les boutons rouges qui me faisaient mal à l'époque.
Et j'ai lu ce bouquin pile à ce moment-là. C'est l'histoire d'une sublime actrice qui s'appelle Catherine Crachat. C'est un diptyque en fait, il y a 2 parties, mais la deuxième est beaucoup moins intéressante. C'est Vagadou, je crois. Donc c'est l'histoire de cette actrice sublime, mais qui porte ce nom dégueulasse, qui a pris un pseudonyme depuis, mais qui est persuadée qu'étant donné qu'elle porte un nom sale, que tout son destin est conditionné par son nom. Et que c'est à cause de ça que les gens autour d'elle la quittent, que les gens autour d'elle disparaissent. Et Kat, c'est la déesse de la lune qui est porteuse de mort en vérité. Il faut lire ce livre aussi, il est... Moi, il m'a bouleversée, il m'a complètement bouleversée. Donc voilà les Mad Lovers, écoutez, c'était peut-être la vidéo la plus longue de toutes les vidéos que j'ai pu poster sur cette chaîne. Mais je voulais vraiment faire 10 bouquins, c'est 10 livres importants pour moi, c'est 10 livres importants pour l'humanité. C'est pas que des auteurs français, j'ai essayé de faire un petit mélange de tout ce que j'avais pu aimer dans la littérature internationale. Là, on va s'en tenir à ces 10 là. S'il y a une personne que ça intéresse, parce que j'imagine bien que vous ne suivez pas forcément pour ça, mais s'il y a une personne que ça intéresse, je peux vous en faire un deuxième. Voilà, mais déjà si vous me lisez ces 10 là et que vous en connaissez, laissez-moi un commentaire en me disant que vous connaissez ce livre, que vous l'avez lu et ce que vous en pensez. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et comme dirait André Breton, un de mes auteurs préférés également, je vous souhaite d'être follement aimé. C'est une super allégorie. Tu crois que mon téléphone sonne encore? Putain, j'en peux plus. Allô? De toute façon, tu n'es pas un vrai youtubeur si t'as pas un livreur DHL qui te livre en plein milieu de ta vidéo.